Il pensait que j'étais juste un vieil encombrant vivant dans la chambre de bonne. Mais quand cet investisseur milliardaire est entré chez moi et m'a vu, il s'est arrêté, tremblant, et a dit devant mon fils, « Sans cet homme, je vendrais encore des journaux au coin de la rue aujourd'hui. » C'est à ce moment-là que mon fils a compris qu'il avait humilié la mauvaise personne. L'odeur du bœuf bourguignon et du thym frais remplissait chaque recoin de ce duplex parisien du 16e arrondissement. C'était un arôme que je connaissais bien. Après tout, c'est moi qui avais appris à Martine, notre aide ménagère, à préparer cette recette exactement comme il faut, pour que la viande fonde dans la bouche. J'avais passé l'après-midi entier debout dans la cuisine, épluchant des pommes de terre pour le gratin dauphinois et choisissant les plus belles feuilles de mâche pour la salade, parce que mon fils, Thomas, avait dit que ce dîner déterminerait l'avenir de notre famille. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier, sentant cette douleur familière dans le bas du dos que l'âge insiste à apporter. Et j'ai marché vers la salle à manger. La table était dressée comme dans les films, cristaux brillants, serviettes en lin blanc pliées en forme de lys. Mais quand j'ai posé la main sur la poignée de la porte vitrée qui séparait la cuisine de l'espace social, j'ai senti une main glacée sur mon poignet. C'était elle, Isabelle, ma belle-fille. Elle était éblouissante, je dois l'admettre. Elle portait une robe en soie couleur champagne, qui coûtait plus que la retraite annuelle de beaucoup d'honnêtes gens. Mais le sourire, le sourire, n'atteignait pas ses yeux. « Où pensez-vous aller, monsieur Claude ?» Elle a chuchoté, mais le ton était celui d'un ordre militaire. « Je vais m'asseoir, Isabelle. Le bœuf bourguignon est prêt. Thomas a dit que l'invité arriverait à 20 heures. » Elle a lâché un rire court, sec, comme si j'avais raconté une blague de mauvais goût. Elle s'est placée devant la porte, bloquant mon passage avec son corps, me regardant de haut en bas, remarquant ma chemise simple et mon pantalon confortable que je portais à la maison. « Pas ce soir, » elle a dit, et chaque mot était comme un claquement de fouet. « Ce soir, vous ne dînez pas avec nous. Nous avons un invité important, Claude, un investisseur de haut niveau. Je ne peux pas vous avoir à table en train de tousser ou de raconter vos histoires répétitives du sentier ou de... » Elle a fait une pause dramatique, fronçant le nez en sentant le ragoût. « Vous comprenez, n'est-ce pas ?» J'ai senti le sang quitter mon visage. Non pas à cause de l'offense, mais à cause de la cruauté. J'avais préparé ce ragoût. « Thomas est au courant ?» j'ai demandé, ma voix sortant plus ferme que je ne l'espérais. « Thomas est d'accord avec moi. Il veut sauver son entreprise, et pour cela nous devons paraître impeccables. Martine vous apportera une assiette dans votre chambre. S'il vous plaît, ne sortez pas de là jusqu'au départ de l'invité. C'est pour le bien de tous. » Elle s'est retournée, m'a claqué la porte au visage et a tiré le rideau de voile, m'isolant dans la cuisine comme si j'étais un vieux meuble qui jurait avec la décoration moderne. Avant que je vous raconte ce que j'ai fait à ce moment-là, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Si vous avez déjà ressenti dans votre chair ce que c'est d'être mis de côté dans votre propre maison, abonnez-vous ici à la chaîne Les Conseils de Papy. Montrons ensemble que le respect n'a pas de date d'expiration. Je suis resté là, debout, regardant la porte fermée. Le son des verres posés sur la table de l'autre côté semblait venir d'un autre monde. Mon monde se résumait maintenant à cette cuisine de service et à la petite chambre du fond, l'ancienne chambre de bonne, où j'avais été transféré il y a 6 mois. Je n'ai pas pleuré. J'ai avalé les larmes avec la dignité blessée. J'ai pris mon torchon, les plié méticuleusement et les posé sur le plan de travail. Je n'ai pas accepté l'assiette que Martine, les yeux pleins de pitié, a essayé de m'offrir. Je n'ai pas faim, ma petite. J'ai menti. J'avais faim, oui. Faim de justice. J'ai marché par le couloir étroit jusqu'à la petite chambre. Je me suis assis sur le lit dur, écoutant le brouhaha de la ville là-bas dehors. Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai entendu la voix exagérément aiguë d'Isabelle. « Soyez le bienvenu, monsieur le docteur. Quel honneur de vous recevoir. » Et j'ai entendu la voix de mon fils, Thomas, tremblante, soumise. Et puis j'ai entendu la voix de l'invité, grave, posée, une voix qui a fait glacer ma colonne vertébrale. Non pas de peur, mais de reconnaissance. Je connaissais cette voix.
J'ai regardé le miroir taché sur le mur de la petite chambre. J'ai vu un homme de 70 ans aux cheveux blancs, avec des cernes de quelqu'un qui dort mal. Isabelle pensait que j'étais un encombrant invisible. Thomas pensait que j'étais du passé. Mais ils avaient oublié qui j'étais. Ils avaient oublié qu'avant d'être le grand-père qui vit au fond, je négociais des contrats avec les hommes les plus difficiles de l'industrie textile du Sentier sans baisser la tête. Je me suis levé. La tristesse a laissé place à une énergie électrique qui est montée dans mes jambes. J'ai ouvert mon placard improvisé. Là, au fond, protégé par une housse plastique, il était là, mon blazer en velours couleur bordeaux. Coupe classique, tissu noble, épaulettes discrètes, une pièce de l'époque où j'étais le patron. J'ai enfilé le blazer sur ma chemise simple, détaché mes cheveux, passé le seul rouge à lèvres. Non, pardon, le seul après-rasage qui me restait. Je n'allais pas dîner dans la chambre. J'ai marché par le couloir de service en silence absolu. Je suis arrivé à la porte qui donnait sur la salle à manger. Je pouvais entendre le tintement des couverts et la conversation forcée. J'ai posé la main sur la poignée. Ma main ne tremblait pas. J'ai tourné lentement. Ce qui s'est passé quand j'ai ouvert cette porte n'a pas été seulement un dîner interrompu, c'était le début de la fin de leur mascarade. Mais ils n'avaient aucune idée de qui était assis à cette table et ce que cet homme signifiait dans mon histoire. Avant que je tourne cette poignée et affronte le tribunal de ma propre famille, vous devez comprendre comment j'en suis arrivé à cette chambre de bonne. Personne ne se réveille un jour et décide d'être traité comme un encombrant. Cela arrive petit à petit, comme une infiltration dans le mur qu'on fait semblant de ne pas voir. Il y a 10 ans, je n'étais pas le vieux de la chambre du fond. J'étais Monsieur Claude, de la rue du Sentier, au cœur du quartier textile de Paris. Je dirigeais 40 couturières, et je connaissais la différence entre la soie pure et le polyester, juste au bruit que le tissu faisait quand il se déchirait. Ma vie sentait le café fort et le tissu neuf. J'avais mon indépendance, mon appartement haussmannien dans le Marais, avec ses moulures d'époque et un petit balcon où je cultivais du basilic et de la lavande que ma défunte femme avait planté. Mais j'avais un point faible. Thomas. Thomas a toujours été un bon garçon, mais il avait la tête dans les nuages. Il regardait mes machines à coudre avec mépris. Papa, l'avenir, c'est la technologie. Personne ne devient riche en cousant des boutons, disait-il, les yeux brillants devant l'écran d'un ordinateur. Il voulait lancer une application, une start-up, mais disait qu'il avait besoin de capital initial et d'une adresse qui inspirerait confiance aux investisseurs. C'était un dimanche midi, devant un coq au vin qu'il a à peine touché, qu'il a fait la proposition qui a ruiné ma vie. « Vends l'atelier, papa, vends l'appartement. On met tout ensemble. J'achète un duplex dans le 16e. Tu auras la suite parentale, tu seras le roi de la maison. Je vais prendre soin de toi pour toujours. C'est un investissement, papa. » J'ai regardé ses mains trembler d'anxiété. L'amour d'un père nous rend parfois aveugles, nous rend stupides. Je n'ai pas vu une affaire risquée, j'ai vu mon fils qui avait besoin de moi. Et je l'ai fait. J'ai signé les papiers chez le notaire d'une main ferme, mais le cœur saignant. J'ai vendu mon affaire, mon histoire, mon port sûr. J'ai rassemblé tout ce que j'avais dans la vie, 850 000 €. J'ai remis le chèque dans sa main. Je me souviens encore de l'étreinte qu'il m'a donnée, me soulevant du sol. « Tu n'auras plus jamais besoin de travailler », il a promis. Nous avons acheté l'appartement. Au début, tout était magnifique. J'avais effectivement la suite principale avec balcon. Thomas a monté son bureau. On avait l'impression d'avoir réussi. Mais j'ai commis l'erreur classique de celui qui aime trop. Je n'ai rien mis sur papier. L'appartement est resté 100% à son nom pour faciliter la bureaucratie du financement du reste. Il a dit « Je te fais confiance ». Après tout, qui se méfie du fils qu'on a porté dans ses bras? Mais ce que je ne savais pas, c'est que cet appartement de luxe n'était pas un foyer pour nous deux, c'était une scène. Et très vite, une nouvelle actrice allait entrer en scène pour réformer le décor et me jeter dans les coulisses. L'investissement de mon fils n'était pas seulement dans la technologie, il investissait dans une image. Et dans cette image de succès, un père ancien tailleur du Sentier commençait à ne pas faire bon effet. C'est là qu'elle est apparue.
Et c'est là que j'ai compris que mon argent avait acheté les murs, mais pas le respect de ceux qui vivaient à l'intérieur. Si vous pensez que perdre de l'argent fait mal, attendez de voir ce qui se passe quand quelqu'un commence à voler votre espace centimètre par centimètre. Avec un sourire sur le visage, Isabelle est entrée dans notre vie comme quelqu'un qui demande un verre d'eau et finit par boire toute la carafe. Au début, c'était des sourires timides et des compliments sur mon assaisonnement. Mais dès que l'alliance dorée est entrée à son doigt, l'encre du stylo sur le papier du mariage avait à peine séché que la réforme a commencé. Non pas sur les murs, mais sur mon existence là-dedans. Le premier coup de poignard est venu un dimanche matin pendant que je préparais le café. Isabelle, dans son peignoir de soie, s'est appuyée contre l'évier et a dit, comme si elle commentait le temps, « Monsieur Claude, Thomas et moi réfléchissons. Vous ne trouvez pas que cette suite parentale est trop grande pour une seule personne? Vous savez comment c'est? Un jeune couple a besoin d'espace, d'intimité. La salle de bain a un jacuzzi et vous ne l'utilisez même pas à cause de votre tension. » J'ai regardé Thomas. Il a détourné le regard vers son téléphone. Là, j'ai compris. La décision avait déjà été prise. Je n'avais pas de voix. J'ai été réaffecté à la chambre d'amis. C'est temporaire, ont-ils dit. C'est plus confortable, ont-ils dit. Mais la cupidité pour l'espace est une maladie qui ne guérit pas. 6 mois plus tard, l'excuse a changé. Nous essayons d'avoir un bébé, Claude, Isabelle a annoncé avec la main sur son ventre plat. Le bébé aura besoin de la chambre d'amis. Elle reçoit le soleil du matin, c'est vital pour l'enfant. Il n'y avait aucun bébé. Il y avait seulement son désir de faire un dressing géant pour ses sacs de luxe. Mais qui discute avec la promesse d'un petit enfant? Et ainsi j'ai été poussé vers la petite chambre du fond, ce cubicule près de l'espace de service, sans fenêtre directe, où tenait à peine un lit simple et une commode. L'endroit était froid, humide, et sentait les produits de nettoyage. De roi de la maison, je suis devenu un encombrant qu'on cache quand la visite arrive. Mais la douleur physique de la chambre étroite n'était rien comparée à la douleur que j'ai ressentie le mardi suivant. Je suis rentré de la pharmacie et j'ai vu le camion de débarras garé devant l'immeuble. Le gardien m'a regardé avec pitié. « Monsieur Claude, je crois que vous n'allez pas aimer voir ça. » J'ai couru sur le trottoir. Là, il était mon secrétaire en palissandre. Cette pièce massive, sculptée à la main, qui avait appartenu à mon grand-père, était passée par mon père et restait dans ma chambre comme un hôtel de mes souvenirs. Isabelle supervisait 2 hommes qui le portaient n'importe comment, rayant le vernis ancien. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» j'ai crié, sentant ma poitrine brûler. Isabelle n'a même pas cligné des yeux. Elle a ajusté ses lunettes de soleil et a soupiré avec impatience. « Oh Claude, ne faites pas de scène. C'est de la vieillerie. C'est plein de termites. Ça va contaminer mes meubles sur mesure. Je rends service. J'assainis la maison. Il n'y a aucun termite. C'est du bois massif. C'était, Claude, c'était. Maintenant, c'est de la poubelle. » J'ai essayé de retenir le meuble, mais il était trop lourd. J'ai vu mon histoire être jetée dans la benne, comme si c'était des déchets de chantier. Le miroir biseauté qui avait reflété mon visage jeune, mon visage de marié, mon visage de veuf, s'est brisé en 1000 morceaux avec l'impact. Au milieu de ce désastre, j'ai vu quelque chose briller sur le sol du trottoir. C'était tombé d'un des tiroirs. J'ai couru et l'ai ramassé avant que quelqu'un ne marche dessus. C'était ma petite boîte à musique en porcelaine, une ballerine cassée sur la pointe qui jouait une mélodie française que je fredonnais à Thomas pour l'endormir quand il était bébé. J'ai serré cette petite boîte contre ma poitrine, sentant la céramique froide contre la peau chaude de colère. Isabelle est entrée dans l'immeuble sans regarder en arrière. Je suis resté là, dans la rue, pleurant non pas pour le meuble, mais parce que j'ai compris à cet instant que pour elle, j'étais exactement comme ce secrétaire. Une vieille pièce qui prenait de la place, attendant le jour de la mise au rebut. Je suis monté par l'ascenseur de service, cachant la petite boîte dans ma chemise, comme si c'était de la contrebande, un crime. Je suis entré dans ma petite chambre claustrophobe et j'ai promis à la ballerine de porcelaine: ils ont pris mon confort, mais ils ne prendront pas ma voix. Je ne savais pas encore que leur plan était encore plus cruel.
Après avoir volé mon espace, ils avaient déjà les yeux sur la seule chose qui garantissait que je ne meure pas de faim. Préparez votre cœur, parce que ce qu'ils ont fait avec ma retraite est le genre de méchanceté qu'on pense n'exister que dans les feuilletons jusqu'à ce que ça nous arrive. On dit que la violence la plus difficile à cicatriser est celle qui ne laisse pas de marques violettes sur la peau. C'est la violence silencieuse, celle qui vous fait douter de votre propre santé mentale. Et c'est exactement comme ça qu'ils ont commencé à toucher à mon portefeuille. Tout a commencé avec une réunion de famille dans le salon. Thomas, tête baissée, se rongeant les ongles comme il le faisait enfant quand il avait une mauvaise note. Isabelle avec une calculatrice à la main et cette fausse expression de préoccupation. Monsieur Claude, elle a commencé, faisant glisser ses doigts parfaitement manucurés sur la table en verre. La situation de l'entreprise de Thomas est délicate. Le marché a changé et vivre ici dans ce duplex a un coût. Les charges de copropriété sont montées à 3 500 € ce mois-ci. Je savais où cela allait. Je suis vieux, pas stupide. De quoi avez-vous besoin? J'ai demandé, sentant un goût amer dans la bouche. Nous avons besoin que vous contribuiez intégralement à la maison. Après tout, vous mangez, vous vous douchez, vous utilisez l'électricité? Thomas a murmuré, sans avoir le courage de me regarder dans les yeux. Votre retraite, papa, les 2200 €. 2200 €, le fruit de 35 ans de cotisation au régime général, de réveils à 4 heures du matin pour ouvrir l'atelier dans le sentier. C'était mon argent de sécurité. C'est temporaire, papa, il a promis. J'ai remis ma carte bancaire et mon code PIN par amour, toujours pour cet amour maudit qui nous fait saigner. Mais le temporaire est devenu éternel, et ce qui était une aide est devenu un kidnapping financier. Soudain, je me suis retrouvé à devoir demander la permission de vivre. L'humiliation venait dans les petits détails, ceux qui font le plus mal. Je me souviens d'un jour au supermarché Monoprix. J'ai mis dans le panier ce yaourt grec aux fruits rouges que j'adorais. Il coûtait 5 €. Isabelle l'a vu, a soufflé et l'a retiré du panier, le rejetant sur l'étagère. « Claude, ayez pitié. Le budget explose. Prenons la marque du magasin. C'est tout du lait fermenté pareil. » J'ai baissé la tête, honteux pendant que la caissière passait les courses. Mais la honte s'est transformée en haine quand nous sommes rentrés à la maison. Isabelle a laissé les sacs dans la cuisine pour que je les range et est montée dans la chambre. Elle est revenue quelques minutes plus tard, défilant avec un nouveau sac en cuir, véritable, couleur caramel. Je connaissais cette marque, ça ne coûtait pas moins de 2000 €. Un petit cadeau que je me suis fait, elle a dit, voyant mon regard fixe sur le sac. Je le mérite, non? Gérer cette maison donne du travail. Mon sang a bouilli. Il n'y avait pas 5 € pour mon yaourt, mais il y avait 2000 pour sa vanité. Mon argent ne payait pas les charges. Il finançait le luxe d'une parasite pendant que je devais demander, presque supplier 80 € pour acheter mon losartan à la pharmacie. Je n'étais ni père ni invité. J'étais un compte bancaire avec des jambes enfermé dans une chambre de bonne. Mais la cupidité est aveugle. Il pensait qu'en contrôlant ma carte, il contrôlait mon esprit. Il ne savait pas que j'étais sur le point d'entendre ce que je ne devais pas, et de découvrir que leur plan était beaucoup plus macabre que simplement voler ma retraite. Ce que j'ai entendu à travers ce mur fin m'a fait trembler plus que n'importe quel froid, et c'est là que le père est mort et que le lion s'est réveillé. Dans cette maison, j'étais devenu une sorte de fantôme. Je nettoyais, je lavais et je repassais, mais personne ne me voyait. Et cette invisibilité qui me blessait tant a fini par devenir ma plus grande arme. C'était un jeudi pluvieux, la maison était humide et froide. Je passais un chiffon dans le couloir, près de la porte du bureau de Thomas. La porte était entr'ouverte, juste une fente, mais suffisante pour que le son s'échappe. J'ai entendu le bruit de glaçons tombant dans un verre de whisky. Il était 15 heures. Mauvais signe. J'ai arrêté le chiffon, retenu ma respiration. « Thomas, on ne peut pas continuer comme ça. » C'était la voix d'Isabelle, impatiente. « Le dressing ne peut plus rien contenir. J'ai besoin d'abattre le mur de la chambre d'amis pour l'agrandir. » « Mais chérie, la voix de Thomas était un fil.
Papa dort dans la petite chambre du fond. Si on agrandit ton dressing, on va prendre l'espace de la buanderie. Où va-t-il rester? Il y a eu un silence lourd, cruel. Thomas, réveille-toi, elle a dit avec la froideur de quelqu'un qui négocie du bétail. Ton père n'est déjà plus très bien de la tête. Tu as vu comment il a oublié d'éteindre la lumière de la cuisine hier? Il est gâteux, Thomas. C'est une question de temps avant qu'il ne mette le feu à la maison. J'ai senti mes jambes trembler. Je n'oubliais pas d'éteindre la lumière. C'était Isabelle qui était allée boire de l'eau au milieu de la nuit et l'avait laissée allumée, mais la faute tombait toujours sur le vieux. « Qu'est-ce que tu suggères ?» il a demandé. « Il y a cette maison de retraite à Aubervilliers. C'est pas cher, avec la CNAV. On paie la mensualité là-bas, qui est environ 2000, et il reste 200 net tous les mois. Ça peut payer la mensualité de ma nouvelle voiture, et il reste encore pour les dîners. Il ne remarquera même pas la différence, Thomas. Il aura des gens de son âge pour parler. Ici, il ne fait que gêner. » J'ai posé le chiffon doucement sur le sol pour ne pas faire de bruit. Le choc était si grand que je n'ai pas réussi à pleurer. Mon fils, le garçon que j'avais bercé, que j'avais nourri, pour qui j'avais vendu ma vie, envisageait de m'enfermer dans une maison de retraite bon marché pour que sa femme puisse avoir un dressing plus grand et une voiture neuve au garage. Je valais moins que 4 mètres carrés de placard. Je suis retourné dans ma chambre, sur la pointe des pieds, me suis assis sur le lit et ai regardé mes mains ridées. Elles tremblaient, mais pas de peur. Elles tremblaient de rage. « Gâteux !» elle avait dit. « Inutile !» elle avait pensé. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La tristesse profonde, cette dépression qui me gardait couché, s'est asséchée. À sa place est née une clarté froide et tranchante. S'il pensait que j'étais gâteux, j'allais utiliser ça à mon avantage. S'il pensait que j'étais invisible, j'allais être le meilleur espion que cette maison ait jamais vu. Ils avaient oublié qu'avant d'être père, j'avais été entrepreneur. Je savais gérer des crises. Je savais faire tomber des concurrents malhonnêtes. J'ai essuyé une larme solitaire qui a coulé sur mon visage et j'ai levé la tête. « Tu veux la guerre, Isabelle? Alors tu l'auras. » J'ai ouvert mon tiroir à chaussettes. Là, au fond, caché dans une paire de chaussettes en laine, il y avait un carnet noir ancien et un stylo. Il était temps de commencer la comptabilité de ma souffrance. Mais ils ne savaient pas que j'avais un secret gardé sous clé, un secret financier qui allait tout changer. Ils pensaient m'avoir tout pris, mais ils avaient oublié de chercher au seul endroit qui comptait vraiment. À partir de ce jour, j'ai mis le masque qu'ils avaient créé pour moi. Si Isabelle voulait un vieux gâteux et sourd, c'était exactement ce qu'elle aurait. Pendant la journée, je marchais en traînant les pantoufles, je posais la même question 2 fois, je laissais tomber la télécommande de la télé. Il riait dans mon dos. « Papa est fini !» Thomas disait soulagé. Il ne savait pas que quand la porte de ma petite chambre se fermait le soir, le vieux gâteux disparaissait. Sous le matelas, dans une taie d'oreiller usée, je gardais mon arme secrète, un carnet à couverture noire. Là, avec mon écriture cursive impeccable d'ancien professeur de coupe et couture, j'enregistrais tout. 12 mai. Isabelle m'a appelé poids mort devant la femme de ménage. A détourné 400 € du compte joint pour le coiffeur. 18 mai. Thomas a crié sur moi parce que j'ai demandé une couverture plus chaude, a dit que je coûtais trop cher. Mais le plus grand secret n'était pas dans ce carnet, il était dans ce que je n'avais pas vendu. Quand je me suis débarrassé de l'atelier et de l'appartement pour donner l'argent à Thomas, une intuition, cette voix de Dieu qui souffle à l'oreille des pères, m'a fait garder quelque chose. Je n'avais pas vendu un petit local que j'avais rue du Faubourg Saint-Denis. C'était un bien laid, tombant en ruine, mais que j'avais loué à un atelier de réparation automobile. Il ne savait pas, mais tous les 5 du mois tombaient 2500 € dans un ancien compte d'épargne au Crédit Agricole, de ces livrets bleus que plus personne n'utilise. Je n'avais jamais touché à cet argent, je l'avais laissé fructifier pendant 10 ans. Aujourd'hui, j'avais un fonds d'urgence de exactement 120 000 €. Je n'étais pas riche, mais je n'étais pas indigent. J'avais le pouvoir de fuir.
Un mardi, j'ai fait semblant d'aller à l'église pour le chapelet, j'ai pris un taxi et suis allé au cabinet de maître Dupont, dans le vieux Paris. L'immeuble sentait la cire et la poussière, odeur de justice ancienne. Maître Dupont, avec ses bretelles et sa moustache blanche, m'a reçu comme un frère. Quand je lui ai montré l'acte de propriété de l'appartement et raconté ce que je vivais, il a enlevé ses lunettes et a souri. Un sourire de quelqu'un qui a un as dans sa manche. Claude, mon cher, vous n'avez pas fait une simple vente à Thomas. Vous vous souvenez qu'on avait mis ça comme une donation avec réserve d'usufruit pour éviter les impôts à l'époque? Et vous vous souvenez de la clause de révocation pour ingratitude? Mon cœur s'est arrêté. L'ingratitude est un crime, maître. Dans le Code civil, c'est un motif pour annuler la donation. Claude, injure grave, calomnie, absence d'assistance. Si on prouve qu'il vous maltraite, l'appartement redevient le vôtre. Et avec ce carnet ici, il a tapé sa main sur mes notes, nous avons les munitions. Je suis sorti de ce cabinet sentant le soleil frapper mon visage d'une manière différente. L'air semblait plus léger. Je n'étais plus la victime acculée, j'étais le maître du jeu d'échecs. Je suis rentré à la maison à temps pour voir Isabelle crier sur la livreuse de fleurs. Je suis entré dans ma petite chambre, j'ai rangé la carte de l'avocat avec le carnet et j'ai attendu. La date du grand dîner avec l'investisseur était fixée au vendredi suivant. Ce serait la scène parfaite. Il voulait impressionner l'homme qui sauverait l'entreprise. J'allais faire en sorte que l'impression soit inoubliable. Le vendredi est arrivé traînant une tension électrique qui faisait dresser les poils de mes bras. La maison ressemblait à un champ de bataille déguisé en couverture de magazine. Isabelle s'était réveillée à 6 heures du matin, criant des ordres à la femme de ménage, faisant polir l'argenterie qui n'était même pas à elle, c'était de mon trousseau, jusqu'à ce qu'on puisse voir le reflet de ses dents blanchies dans les plats. Thomas était un paquet de nerfs. Il marchait de long en large dans le salon, ajustant sa cravate, transpirant froid. Son entreprise tenait à un fil. Dette sociale, fournisseur en retard. Il avait besoin de ses 5 millions d'euros comme un naufragé a besoin d'air. Et la seule bouée de sauvetage était ce fameux docteur Beaumont, un investisseur légendaire connu pour être impitoyable avec l'incompétence. Vers 19 heures, quand l'odeur du bœuf bourguignon parfumait déjà le couloir, Isabelle est entrée dans ma petite chambre. Elle n'a pas frappé, elle ne frappait jamais. Elle était impeccable dans sa robe en soie champagne, mais ses yeux étaient des fentes d'anxiété et de pure méchanceté. « Écoutez bien, Claude. » Elle a sifflé, fermant la porte derrière elle pour que Thomas n'entende pas. Le docteur Beaumont est un homme sophistiqué. Il déteste le drame, il déteste la vieillesse, il déteste l'odeur de la maladie. J'étais assis sur le lit, avec mon carnet noir caché sous l'oreiller. Je l'ai regardé avec un calme qui l'a déconcerté. « Je ne suis pas malade, Isabelle. Pour moi, vous êtes un cancer dans cette maison. » Elle a lâché et j'ai senti le coup, mais je n'ai pas saigné. Si vous mettez le nez dehors de cette chambre, si vous faites le moindre bruit, je jure sur ma vie que demain matin vous vous réveillez dans la maison de retraite publique d'Aubervilliers et il n'y aura pas de visite le dimanche. Compris ? J'ai juste hoché la tête. J'ai parfaitement compris, ma belle-fille. Elle a souri triomphalement, pensant m'avoir dompté. Parfait, Martine apportera une assiette après. Restez invisible. Elle est sortie, laissant derrière elle une traînée de parfums chers et de pourriture morale. J'ai attendu que ses pas disparaissent dans le couloir. Je me suis levé lentement, suis allé au miroir et ai sorti mon blazer en velours bordeaux du cintre. Ce blazer que je portais aux réunions du conseil d'administration quand je signais des contrats qui ont fait vivre cette famille pendant des décennies. Il pensait que j'étais la honte de la maison. Il pensait que le docteur Beaumont, cet homme riche et puissant, aurait dégoût d'un homme humble et pauvre. Pauvre Isabelle, pauvre Thomas. Ils avaient étudié les chiffres de l'entreprise, mémorisé des graphiques, répété des discours, mais ils avaient oublié d'étudier la vie. Ils avaient oublié que le monde est petit. J'ai entendu la sonnette retentir. Le son a résonné dans l'appartement comme un gong de combat. J'ai entendu la voix obséquieuse d'Isabelle. J'ai entendu la voix tremblante de Thomas.
Et puis, j'ai entendu sa voix à lui. Mon cœur s'est emballé, non pas de peur, mais d'une douce anxiété. L'heure était venue. J'ai lissé mon blazer, respiré profondément et ai posé la main sur la poignée. Ils voulaient une soirée inoubliable. J'allais la leur donner. Ce qui s'est passé quand cette porte s'est ouverte n'a pas seulement fait tomber un dîner, ça a fait tomber le monde de mensonges qu'ils avaient construit sur mon dos. J'ai tourné la poignée lentement, mais le bruit de la porte s'ouvrant a semblé un coup de tonnerre dans ce salon climatisé. La climatisation était glaciale, mais dès que j'ai posé le pied sur le tapis perçant de la salle à manger, j'ai senti la chaleur des regards se tourner vers moi. La scène était pathétique. Thomas avait son verre de vin à la main, paralysé au milieu d'un toast. Isabelle, qui me tournait le dos, s'est retournée lentement. Quand elle m'a vu là, debout, avec mon blazer en velours bordeaux et la tête haute, son visage est passé d'un faux sourire à un masque de pure haine. Elle est devenue rouge, une veine a sauté sur son cou. Elle s'est levée d'un bond, renversant sa serviette sur le sol. Qu'est-ce que ça signifie ? Elle a chuchoté entre ses dents, marchant vers moi comme un animal acculé, essayant de me bloquer de la vue de l'invité. Je vous ai dit de ne pas sortir. Puis elle s'est tournée vers l'invité, ouvrant ce sourire jaune, désespéré. « Mille pardons, docteur Beaumont, c'est le père de Thomas. Comme je l'ai dit, l'âge arrive, la tête faillit, il a tendance à s'échapper de sa chambre. C'est une situation très triste, vous comprenez ? Démence sénile. » Thomas a essayé d'aider au mensonge. « Oui, docteur, papa parfois ne sait pas où il est. On va le ramener. » Isabelle a saisi mon bras avec force, ses ongles en gel s'enfonçant dans ma peau par-dessus le velours. « Venez, Claude, maintenant. » Je n'ai pas bougé d'un millimètre. Je n'ai pas eu besoin. Parce qu'avant que je puisse ouvrir la bouche pour me défendre, j'ai entendu le bruit d'une chaise traînée avec violence contre le parquet. Le docteur Beaumont ne regardait pas le décolleté d'Isabelle, il ne regardait pas la montre chère de Thomas. Il était debout. Le visage de cet homme sérieux d'une 50aine d'années était pâle, les yeux écarquillés fixés sur moi. « Lâchez-le !» Sa voix a tonné. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Isabelle a lâché mon bras comme si elle avait reçu un choc électrique. « Pardon, vous ne comprenez pas. Il est... » « Je sais très bien qui il est. » Le docteur Beaumont a interrompu, ignorant complètement l'existence de ma belle-fille. Il a contourné la grande table, à pas large et ferme, et s'est arrêté devant moi. L'homme qui avait le pouvoir de sauver ou de ruiner l'entreprise de mon fils était là, tremblant légèrement. Il m'a regardé dans les yeux et, au grand choc mortel de Thomas et Isabelle, il a pris ma main ridée et l'a embrassée avec une révérence que même les rois ne reçoivent pas. « Monsieur Claude !» Sa voix s'est brisée. « Mon Dieu, c'est vraiment vous ?» J'ai souri, sentant une larme chaude couler, non pas de tristesse mais de soulagement. Bonjour, Robert. Ça fait longtemps, n'est-ce pas, depuis que tu étais ce garçon maigre qui portait des rouleaux de tissu dans mon stock? Le silence dans la pièce était si absolu qu'on pouvait entendre la glace fondre dans le seau à champagne. Thomas a laissé tomber son verre. Le cristal s'est brisé sur le sol, répandant du vin rouge, comme du sang sur le tapis beige d'Isabelle. Mais personne ne s'est soucié de la tâche. Thomas, le docteur Beaumont, s'est tourné vers mon fils avec un regard de mépris que je n'avais jamais vu. « Vous m'avez dit que votre père était incapable. Vous m'avez dit qu'il était un poids. Et Thomas bégayait, blanc comme un linge. « Cet homme... » Robert a pointé vers moi, la voix pleine d'émotion. « Cet homme a payé ma première année de frais de scolarité à HEC quand mon propre père a dit que je n'étais pas fait pour étudier. Il m'a donné mon premier emploi. Si je suis l'investisseur providentiel que vous adulez tant aujourd'hui, c'est parce que Monsieur Claude a été l'ange qui a cru en moi il y a 30 ans. » Il s'est tourné vers moi à nouveau, ignorant les éclats de verre au sol. « Parrain, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Pourquoi vivez-vous dans les arrière-cours » J'ai respiré profondément. Le jeu avait tourné. L'humiliation avait changé de côté de la table. J'ai regardé Isabelle, qui semblait avoir rétréci de 10 centimètres. J'ai regardé Thomas, qui n'avait pas le courage de lever la tête. « Ah, Robert,
j'ai dit avec le calme de quelqu'un qui tient le fouet. Et c'est une longue histoire, mais puisque tu es là, je pense qu'il est temps que nous dînions tous et que nous parlions affaires. J'ai marché jusqu'au bout de la table, la place qui était celle de Thomas, et j'ai tiré la chaise pour moi. Vous pensez qu'ils ont ressenti de la honte? La honte n'était rien. Ce qui s'est passé à cette table à manger a été un massacre moral. Et je ne faisais que commencer. M'asseoir au bout de cette table, à la place que Thomas occupait avec tant d'arrogance, avait une saveur meilleure que n'importe quel banquet. Le silence dans la pièce était si dense que si quelqu'un avait frotté une allumette, l'air aurait explosé. Isabelle, tremblant dans cette robe de soie qui maintenant ressemblait à un costume ridicule, a tenté sa dernière carte, la carte de la manipulation. Elle a forcé un rire nerveux, aigu, qui a mal résonné sur les murs. « Oh, quelle coïncidence merveilleuse, docteur Beaumont !» Elle a bégayé, servant de l'eau d'une main tremblante, en renversant un peu sur la nappe. Nous préservions juste Claude. Vous savez comment c'est? Il se fatigue vite. Mais bien sûr qu'il est le roi de cette maison, n'est-ce pas, papy? Elle a essayé de toucher mon épaule. Je n'ai même pas eu besoin de bouger. Robert, pour eux, docteur Beaumont, a lancé un regard si tranchant vers sa main qu'elle a retiré son bras, comme si elle avait touché une braise. « Préservé ?» Robert a demandé, la voix basse et dangereuse. « Vous l'avez enfermé dans une chambre de bonne. J'ai vu le couloir quand je suis entré. J'ai vu la porte fermée. C'est provisoire. » Thomas a essayé de parler, la voix défaillante, transpirant à grosses gouttes. « Nous sommes en travaux. »« Ne mentez pas, Thomas, » j'ai dit. Ma voix est sortie calme, veloutée, sans une once de colère. Juste la vérité. Vous m'avez retiré de la suite pour faire un dressing. Vous avez jeté ma commode à la poubelle. Et aujourd'hui, j'ai regardé l'assiette en porcelaine vide devant moi. Aujourd'hui, l'ordre était clair. Je ne devais pas être vu parce que l'odeur de vieux repousse les investisseurs. Robert a posé sa serviette sur la table. Il n'avait même pas touché à la nourriture. Il a regardé le risotto, puis m'a regardé. « C'est vous qui avez cuisiné, monsieur Claude. Le risotto et le bœuf à la sauce madère, la recette que tu aimais quand tu venais déjeuner à la cantine de l'atelier, tu te souviens ?» J'ai répondu. Robert a fermé les yeux pendant une seconde, secouant la tête avec déception. Quand il les a ouverts, il n'a pas regardé vers moi, il a regardé mon fils, et ce regard a détruit Thomas plus que n'importe quel cri. « Thomas !» Il a commencé d'un ton professionnel qui a glacé la pièce. « Je suis venu ici aujourd'hui prêt à signer un chèque de 5 millions d'euros. Votre technologie est bonne, vos chiffres sur papier sont prometteurs. » Les yeux de Thomas ont brillé d'un espoir pathétique. « Oui, docteur, le projet est solide. Nous allons... » Mais Robert a levé la main, interrompant. « J'ai appris tout ce que je sais sur le caractère avec votre père. Et la règle numéro 1 des affaires est ne jamais faire confiance à quelqu'un qui ne respecte pas ses propres origines. » L'air est sorti des poumons de Thomas. « Si vous avez le courage d'humilier l'homme qui vous a donné la vie, qui a vendu son patrimoine pour que vous viviez dans ce luxe, que me feriez-vous, Thomas? Que feriez-vous de mon argent à la première occasion? Qui trahit son sang vole son associé. Non, ce n'est pas comme ça. » Isabelle a crié, perdant le maintien de madame. « On s'occupe de lui, on paie tout. » « Avec son argent, j'imagine. » Robert a rétorqué, aiguisé comme un scalpel. « Je ne vais pas investir un centime dans votre entreprise, Thomas. En fait, je vais faire en sorte d'avertir tous mes contacts sur le marché du type de valeur que vous pratiquez. » Thomas s'est effondré sur sa chaise. Sa carrière, sa réputation, son avenir, tout s'était évaporé. Mais je n'avais pas fini. L'humiliation morale était faite. Maintenant, il manquait la justice légale. J'ai mis la main dans la poche intérieure de mon blazer en velours. J'ai senti le papier froid de l'enveloppe que maître Dupont avait préparé. Il pensait que le problème était juste l'investisseur qui partait. Ils n'imaginaient pas qu'ils étaient sur le point de perdre le toit au-dessus de leur tête. J'ai sorti l'enveloppe et l'ai posée doucement sur la table, sur les éclats de verre du verre cassé. « Le dîner est terminé », j'ai dit.
Mais la conversation sur la propriété de cet appartement ne fait que commencer. Ouvrez. Quand Thomas a lu la première ligne de ce document, la couleur a quitté son visage d'un coup. Thomas a tenu le papier avec les mains tremblantes. Le son de lui feuilletant le document semblait un tonnerre dans ce silence mortel. Isabelle, impatiente et pâle, a arraché le papier de sa main et a lu. Ses yeux ont parcouru les lignes juridiques et se sont arrêtés dans une expression d'horreur absolue. Révocation de donation pour ingratitude, elle a lu à voix haute, la voix défaillante. Qu'est-ce que c'est, Claude? Vous êtes devenu fou? L'appartement est au nom de Thomas. Je me suis servi un peu de vin de la bouteille, qui était restée intacte sur la table. J'ai pris une gorgée lente, sentant le goût de la victoire. Lisez la clause 4, Isabelle, j'ai répondu calmement. Quand j'ai vendu ma maison et mon atelier pour acheter cet appartement, Maître Dupont a été très sage. Il a enregistré la transaction comme une donation avec charge. La charge était simple, prendre soin de moi. Je me suis levé et ai marché vers eux lentement. La loi française est claire, mon fils. Article 955 du Code civil. La donation peut être révoquée si le donataire commet une offense physique, une injure grave ou refuse des aliments au donateur. On ne t'a jamais refusé de nourriture. Thomas a crié désespéré. C'est là que j'ai sorti ma deuxième arme de ma poche. Le carnet à couverture noire. Je l'ai jeté sur la table avec un bruit sourd. Non, j'ai demandé en l'ouvrant à une page marquée. 14 mars. Pas de dîner aujourd'hui, nous avons de la visite. 2 février. J'ai arrêté le médicament pour la tension parce qu'on doit payer la taxe automobile. Tout est ici, Thomas. Date, horaire, insulte et plus. Les relevés bancaires prouvant que vous détournez ma retraite pour payer des luxes pendant que je dois mendier pour acheter des antalgiques. Isabelle a essayé d'avancer pour prendre le carnet, mais Robert, l'investisseur, a fait un pas en avant, croisant les bras. Elle a reculé, tremblant. Ça a un nom, j'ai continué. Ma voix ferme comme de l'acier. Appropriation indue de biens de personnes âgées. C'est un crime prévu dans le Code de l'action sociale et des familles, de la prison, Isabelle, de 1 à 4 ans. L'air dans la pièce s'est raréfié. Thomas a regardé sa femme, puis moi, et a commencé à pleurer. Un vilain pleur d'enfant gâté qui a cassé son jouet. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. On n'a nulle part où aller. L'entreprise est ruinée sans l'investissement de Robert. » J'ai senti une pointe au cœur. C'était mon fils. Mais j'ai regardé le couloir, vers la porte de la petite chambre sombre, où j'avais passé des nuits à pleurer seul, pendant qu'il riait dans le salon. La pitié est morte là. Vous avez 30 jours, j'ai décrété. 30 jours pour libérer mon bien. Je veux les clés à la conciergerie et je veux le remboursement de chaque centime que vous avez pris de mon compte d'épargne ces 6 derniers mois. Ou j'emmène ce carnet noir directement au commissariat. 30 jours? Isabelle a crié hystérique. Mais où on va aller? Mes meubles sur mesure, mon dressing. J'ai souri. Un sourire triste mais nécessaire. Je suggère que vous vendiez les sacs de luxe, Isabelle. Ils devraient en valoir assez pour louer un studio bien loin d'ici. Ils étaient détruits, non pas par moi, mais par leur propre cupidité. Robert a touché mon épaule en signe de soutien. J'avais récupéré ma maison. Mais plus important que ça, j'avais récupéré mon respect. Mais vous pensez que c'est fini? Ah non. Le destin gardait encore une dernière leçon pour Thomas, de celle que la vie enseigne non pas avec amour, mais avec douleur. Les 30 jours sont passés rapidement pour moi, mais se sont traînés pour eux. L'appartement, auparavant impeccable, est devenu un champ de bataille de carton et de papier bulle. Et c'est là, au milieu de ce désordre, que la vérité nue et crue est apparue. Le mariage de Thomas et Isabelle n'était pas fait d'amour, il était fait d'intérêt. Et l'intérêt ne survit pas à la faillite. Le jour du déménagement, il n'y a pas eu de camion de luxe. Thomas a dû engager un simple porteur, de ceux qu'on négocie au coin de la rue. Je suis resté sur le balcon à observer. L'appartement résonnait vide. Ils avaient arraché jusqu'aux lustres et aux rideaux, laissant des trous au plafond qui ressemblaient à des plaies ouvertes dans le plâtre.
La dispute finale s'est produite dans le hall de l'ascenseur. J'ai tout entendu. « Tu es un raté, Thomas !» Isabelle criait, sans se soucier des voisins qu'elle avait tant essayé d'impressionner avant. « Tu m'as promis une vie de reine, et maintenant, tu veux que j'aille vivre dans un 40 mètres carrés à Belleville. C'est tout ce que je peux payer, Isabelle. Si tu vendais tes sacs, vendre mes sacs pour payer tes dettes? Jamais. » Elle a jeté un carton par terre. Le son du verre qui se brise a été le point final. Je vais chez ma mère, seule. C'est fini, Thomas. Je ne me suis pas marié pour vivre dans le besoin. J'ai vu Isabelle entrer dans l'ascenseur avec 2 valises de luxe et disparaître. Elle n'a pas regardé en arrière. Il n'y a pas eu d'étreinte d'adieu, ni de larmes de nostalgie, juste le silence froid d'un contrat commercial rompu. Thomas est resté là, debout dans le couloir, tenant un carton de livres lourds. Il m'a regardé. Il était plus maigre, avec la barbe non rasée, les yeux rouges. Pour la première fois en années, j'ai vu mon fils, et non pas la marionnette de cette femme. Il attendait. Je sais qu'au fond, il espérait que je dise « Reste, mon fils, je paie tout, oublions tout. » Mais l'amour d'un père, le vrai amour, doit parfois être dur comme la roche pour sauver. Si je l'accueillais maintenant, il n'apprendrait jamais à être un homme. « Papa !» il a chuchoté. « La clé, Thomas. » J'ai tendu la main fermement. Il a mis la clé dans ma paume. Ses doigts étaient gelés. « Pardon. Le pardon, je te le donne, mon fils. Mais la confiance, celle-là, tu devras la reconquérir avec le temps. Maintenant, va. Le camion attend et il facture à l'heure. » Mais Thomas est parti. Aujourd'hui, j'ai appris par le docteur Beaumont, qui d'ailleurs a tenu à garder contact avec moi, que Thomas travaille au service administratif d'une entreprise de transport. Il gagne un salaire honnête, pointe, prend le bus, emmène son repas. Il vit dans un studio simple. On dit qu'il est plus humble, qu'il a appris à valoriser chaque euro, que pour la première fois de sa vie, il construit quelque chose qui est vraiment à lui, sans marcher sur personne. La justice a été faite non pas avec la prison, mais avec la réalité. La vie a présenté la facture, et j'étais finalement seul dans ma grande maison. Mais la solitude ne me faisait plus peur. Ce qui me faisait peur, c'était le silence, jusqu'à ce que je décide de le remplir avec un nouveau rêve. Ils ont pensé que c'était la fin de mon histoire. Mais en réalité, à 70 ans, je tournais juste la page vers le meilleur chapitre de tous. Rester dans cet appartement en duplex aurait été vivre dans un musée de douleur. Chaque coin me rappelait une humiliation, un ordre silencieux, un plat refusé. Je n'avais pas besoin de ce luxe froid. J'avais besoin de vie. J'ai vendu l'appartement. Avec le marché immobilier en hausse et l'aide juridique de Maître Dupont, j'ai obtenu un excellent prix. J'ai pris mon argent, ma dignité et ce blazer en velours bordeaux et je suis monté à la montagne. J'ai toujours rêvé de l'odeur de terre mouillée et de sapin. J'ai acheté une grande maison ancienne, ayant besoin d'amour, dans les Alpes françaises. J'ai rénové chaque planche, non pas pour faire un dressing pour des sacs futiles, mais pour créer des chambres accueillantes. Aujourd'hui, j'ouvre les fenêtres et je ne vois pas d'immeubles gris. Je vois des montagnes. J'ai inauguré l'auberge, le refuge de Claude. Ce n'est pas un grand endroit, c'est un lieu d'âme. Ici, c'est moi qui commande la cuisine. L'odeur de tarte aux myrtilles et de café passé accueille les hôtes dès l'entrée. Et savez-vous qui est mon hôte le plus fidèle? Robert. Il vient tous les mois, fuit la folie de Paris pour manger mon risotto et parler de la vie sans intérêt, juste de l'amitié. Il dit que je suis le parrain de son succès, mais je dis qu'il a été l'ange qui m'a redonné des ailes. En ce moment même, je finis d'arranger la table du petit déjeuner. Les hôtes descendent, souriant, me souhaitant « Bonjour, monsieur Claude », avec un respect authentique, celui qui manquait au sein de ma propre famille. Je suis allé au miroir du hall d'entrée, j'ai ajusté mon blazer en velours couleur bordeaux, le même blazer que j'ai porté la nuit de l'humiliation, mais aujourd'hui, ce n'est plus une armure de guerre. C'est l'uniforme d'un vainqueur. Il ne me sert plus, il m'embrasse. Je ne suis plus le père de Thomas qui vit par faveur.
Je ne suis pas le beau-père vieux d'Isabelle. Je suis Claude, entrepreneur, hôte, homme. La leçon de grand-père. Claude. Mes chers amis, l'histoire que je viens de vous raconter n'est pas seulement la mienne. C'est celle de milliers de personnes âgées qui, chaque jour, sont mises de côté par ceux-là même qui devraient les honorer. J'ai appris 3 vérités essentielles que je veux partager avec vous aujourd'hui. Première leçon. La dignité n'a pas d'âge. On peut perdre le toit, on peut perdre l'argent, mais jamais, au grand jamais, on ne doit livrer la clé de notre bonheur dans les mains d'une autre personne. Le respect de soi commence par le respect que nous exigeons des autres. Deuxième leçon, l'amour véritable exige parfois la fermeté. J'ai dû être dur avec Thomas, non par vengeance, mais par amour. Un père qui sauve son fils de la facilité lui donne le plus grand cadeau, la possibilité de devenir un homme digne. Parfois, laisser quelqu'un tomber, c'est lui permettre d'apprendre à se relever. Troisième leçon, il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 70 ans, j'ai construit une nouvelle vie. L'âge n'est pas une prison, c'est une bibliothèque remplie d'expériences. Chaque ride sur mon visage raconte une bataille gagnée. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop vieux pour rêver. Si vous traversez une situation similaire, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un trésor d'expérience et de sagesse. Ne tolérez jamais l'humiliation, même si elle vient de votre propre famille. Et à vous, les plus jeunes qui regardez cette vidéo, regardez vos parents, vos grands-parents. Voyez-les non pas comme des reliques du passé, mais comme les architectes de votre présent. Sans eux, vous ne seriez rien. Le respect n'est pas une option, c'est un devoir moral. N'oubliez jamais, celui qui construit les marches que vous montez, c'est aussi les détruire et les reconstruire encore mieux. Mon ami, l'histoire de Monsieur Claude nous enseigne que le respect n'est pas négociable et qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de sa propre vie. Combien de Claude connaissez-vous qui souffrent en silence? Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez vibré avec le courage de Claude en ouvrant cette porte, laissez votre like maintenant, c'est très important pour nous. Je veux connaître votre opinion dans les commentaires. Auriez-vous eu le courage de faire ce que Claude a fait et d'expulser votre propre fils? Ou auriez-vous essayé de pardonner et de continuer à vivre ensemble? Écrivez « J'aurais fait pareil » ou « J'aurais pardonné ». Et dites-moi de quelle ville de France vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et activez la cloche, car demain j'apporte une autre histoire émouvante qui vous fera voir la vie avec d'autres yeux. À demain.